Alors ici, je vais voir une vidéo qui va concerner donc euh, la création de l'échelon unité par, je veux dire, par sa simplicité, juste par une fonction assez simple, une fonction très simple, c'est la création. Alors, comment avoir un modèle je veux dire, tout d'abord, ici, quand on parle de fonction, l'échelon unité, c'est un signal fictif. L'échelon unité est un signal fictif hein, qui n'existe pas. On dit tout de suite, bon, c'est introduit dans les systèmes automatisés. Bon, dès le moment où on joue avec plus l'infini, moins l'infini, on sait très bien que c'est fictif. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que l'infini? Il n'y a personne qui sait ce que c'est que l'infini. Donc autant dire que moins l'infini plus l'infini, c'est encore pire. On ne sait pas ce que c'est que moins l'infini plus l'infini. Donc ce sont des signaux fictifs qu'il faut cadrer. C'est-à-dire à un moment donné, il faut ramener ça à des usages pratiques, alors que ce sont des modèles mathématiques. Voilà, c'est des signaux fictifs. Alors, dans ces signaux fictifs, vous savez très bien qu'il y a, et qu'ils sont fort utilisés en automatisme, euh, c'est, comment on appelle ça, la fonction harmonique. Il y a la fonction harmonique, je vais vous montrer dans un petit instant ce que c'est. La fonction harmonique. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez un système quelconque, vous introduisez, je veux dire, un signal d'entrée, et en sortie, vous avez un signal de sortie. Hein. Signal de sortie. Alors, que va être le signal de sortie? Le signal de sortie dépend du système, de tout le système. Voilà. Comment répond le système? Ça, c'est déjà une chose. Mais comment répond le système par rapport à un signal d'entrée? Voilà. Vous rentrez un signal d'entrée, il est voilà, appliqué sur le système et le système va répondre. On ne sait pas de quoi est composé le système. Ça, il faut étudier le système, il faut voir qu'est-ce qu'on a comme système. Et une fois qu'on a voilà, ça peut être des condensateurs, des résistants, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un système mécanique, un système électrique, un système, tout ce que vous voulez. Voilà, mais en tout cas, on aura une réponse. Et la réponse de sortie va dépendre, bien sûr, des composants qui composent le système et de l'entrée du système. Ça, c'est normal, c'est tout à fait logique. La réponse n'est pas, c'est pas de la magie. Hein, elle va dépendre de l'entrée, elle va dépendre de ce qui constitue le système. Voilà. Et donc, l'entrée, ben, c'est des signaux un petit peu de base mathématique. Voilà. Qui sont étudiés mathématiquement dans des cours, par exemple, d'automatisme. Dans le cours d'automatisme, on étudie ces différentes fonctions et leurs réponses. Alors, on a la fonction harmonique, euh, il y a la fonction euh, impulsion de Dirac. Tout le monde connaît Monsieur Dirac, pour ceux qui ont fait des études je veux dire, scientifiques, connaissent Monsieur Dirac. On le retrouve dans beaucoup de domaines. Voilà. Il y a Monsieur Paul Dirac. Paul Dirac. Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, les impulsions de Dirac sont le fruit des séries de Fourier. Voilà, on peut tout transformer, toute fonction périodique peut être vue comme une somme voilà, de sinusoïdes, voire de cosinusoïdes. Voilà, c'est de là que vient bon, l'application de la fonction d'impulsion de Dirac. Alors, et en plus de ça, il y a une entrevue aussi statistique. Vous allez voir dans un petit instant. Et alors, bien sûr, il y a la fonction unité, échelon unité. Alors, on peut mettre un échelon qui vaut plus que 1. Bon, maintenant, moi, je veux mettre un échelon égal à 1. Alors, si vous voulez un échelon au-delà de 1, ben, vous faites 4 fois l'échelon unité. Hein.
faites k fois, si ça c'est l'échelon unité, ben, vous faites k fois l'échelon unité. Alors justement, le but ici, c'est la création de l'échelon. Ben, je ne vais pas le faire par les transformés de la place, ou caisse ou autre, mais tout simplement par une fonction simple, mathématique. Vous allez voir qu'elle est très très simple, et je peux créer l'échelon unité. On va voir ça dans un petit instant. Bien sûr, dans les autres systèmes automatisés, c'est étudié autrement, hein, c'est avec la Laplace. On étudie ça avec la Laplace. Bon, la fonction harmonique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une cosinusoïde ou une sinusoïde qui est infinie. Or, vous savez très bien que quelque chose d'infini, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, comment voir ça? Ben, ça provient de la fonction, comment on appelle ça? De la fonction complexe ij oméga t. Ou si vous voulez, si vous utilisez le i, c'est ei oméga t. Ah, ça dépend si vous utilisez j ou i dans les nombres complexes. Et on prend la partie réelle. La partie réelle est une cosinusoïde illimitée. Illimitée, tout comme l'est toute cosinusoïde. Donc il suffit de prendre une cosinusoïde. Donc c'est la partie réelle, si vous voulez, de ej oméga t, ou si vous voulez, i oméga t. Alors qu'est-ce que c'est que ej oméga t? Bon, je ne sais plus comment la personne s'appelait. C'est la transformation, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, je ne sais plus. La transformation d'Euler, c'est Euler qui a trouvé ça, je crois. Ej oméga t, c'est cosinus oméga t plus j sinus oméga t. Voilà. Mais donc ça c'est la partie réelle et ça c'est la partie imaginaire. Hein. Donc ça c'est la partie réelle, c'est la partie imaginaire. Donc on en reprend tout simplement la partie réelle tout simplement. Voilà. Alors l'impulsion de Dirac. Alors bien sûr, il n'y a pas de réalité physique à ça comme je l'ai dit parce qu'en fait le signal est infini. Le signal est infini. Donc c'est pour ça que dès le départ, j'ai débuté en disant bon, ce sont des signaux fictifs. Je vous le dis tout de suite. Simplement, ce qu'on sait, c'est que quand vous mettez oméga t, ben, oméga c'est la pulsation. Hein. Et la pulsation, c'est un signal de pulsation où on a 2 pi fois la fréquence. La pulsation, c'est vaut 2 pi fois la fréquence. Voilà. Donc, il y a du compte. Pourquoi fréquentiel? Parce que ils ont des contenus fréquentiels. Et si vous mettez un tel signal dans un système, mais il va répondre avec une certaine... Voilà, en finalité, on aura une certaine réponse en fréquence, voire en temporel. On peut étudier soit en fréquentiel ou en temporel. Bon, on étudie l'un ou l'autre, en fréquentiel ou en temporel. Et vous avez la réponse du système, bien sûr, connaissant bien sûr le système, parce que si vous ne connaissez pas le système, ça ne sert à rien de faire une étude de modélisation de la sortie, si vous ne connaissez pas déjà le système. Et bien sûr, il faut introduire un signal d'entrée. Alors, soit vous mettez un signal harmonique, soit vous mettez une impulsion directe. Mais l'impulsion directe, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu, je veux dire... et lui, M. Dirac, il a entrevu les transformations de Fourier, les séries de Fourier qui sont... Voilà, toute fonction périodique peut être vue comme une somme de sinusoïdes et de cosinusoïdes. Et lui, c'est ce qu'il a vu. Mais lui, à la place de voir comme une somme, il a pris une intégrale, parce que c'est une intégrale, encore une fois, c'est un signal fictif, de moins l'infini à plus l'infini. Alors, comment on appelle ça? De quelle fonction Dirac a-t-il pris? Ben, il n'a pas été très loin. Il a pris la fonction harmonique. Simplement, voilà, il a fait une somme de signaux harmoniques qui sont des cosinusoïdes. Donc, il a pensé, comme je vous dis, aux séries de Fourier. Et donc, en faisant ça, ben, il a... donc c'est une superposition, si vous voulez, d'une infinité de signaux harmoniques d'amplitude unité. C'est d'amplitude unité. Et donc, bien sûr, le signal harmonique, je vais de le mettre, c'est E, J, si vous utilisez J, oméga t, bien sûr, avec sa différentielle qui est dt. Maintenant, vous pouvez l'étudier en impulsionnel, en fréquentiel. Alors, bien sûr, de deux choses l'une, vous l'étudiez en temporel ou en fréquentiel.
Alors, si vous mettez oméga, J oméga T, à ce moment il faut mettre 1 sur 2pi ici. Voilà. Et alors, bien sûr, ici, c'est pas dt, c'est d oméga T. Hein. C'est par rapport à d oméga T. D oméga de T. Alors, on peut l'étudier soit en temporel ou en fréquentiel. Bon, alors en fréquentiel, je mettrai de moins l'infini à plus l'infini de l'intégrale de E, I. Attention que oméga, cette fois-ci, vaut 2pi fois la fréquence de T. Et là, c'est différencier de la fréquence. Différencier la fréquence. On peut l'étudier en temporel ou en fréquentiel. Un peu, voilà. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est deux choses importantes. C'est que c'est un signal infini. Voilà. De quoi? Ben, du signal harmonique. C'est du signal harmonique, tout simplement. Et donc, en faisant ça, ben, on obtient voilà, un signal qui fait ceci. C'est une qui est fort utilisé, je veux dire, dans les études d'automatisme. Hein. Soit vous mettez une cosinusoïde, soit vous mettez une impulsion de Dirac. Voilà. Mais bien sûr, comme je dis, comme il n'avait pas de réalité physique, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va considérer que l'impulsion de Dirac va concerner une impulsion de durée petite par rapport au plus petit temps caractéristique du système qu'on appelle tau c. Le temps caractéristique du système, c'est tau c. Donc, on ne va pas aller dans des marches, je veux dire, qui sont des impulsions infinies, mais on va dire que voilà, c'est une impulsion de durée petite. Voilà, de durée petite, mais petite par rapport à quoi? Parce que petite et grande, ça ne veut rien dire. C'est de durée petite par rapport à tau c. Voilà. Une impulsion petite par rapport à tau c. Au plus petit temps caractéristique du système. Voilà. Alors, vous voyez que c'est des fonctions très fort utilisées en automatisme. La fonction harmonique, la fonction d'impulsion directe, vous mettrez ça en entrée pour que le système va répondre. Bien sûr, les systèmes, il doit être connu. Hein. Bon, je vous dis, c'est tout et n'importe quoi, les systèmes. Bien sûr, ce sont des systèmes étudiés. Hein. C'est pas... Quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça peut être mécanique, électrique, ça peut être dynamique, ça peut être... Enfin, électrodynamique, ça peut être chimique, ça peut être... je veux dire, c'est ouvert à tout automatisme. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est pour vous dire que ça, c'est fort utilisé. Les fonctions harmoniques sont fort utilisées. Qui sont des cosinusoïdes, voire des impulsions de Dirac, mais pas infinies, parce qu'infini, c'est un signal fictif. Donc on va, voilà, définir le système. L'impulsion de Dirac, bon, c'est une impulsion de durée petite par rapport au plus petit temps caractéristique du système. Et bien sûr, il doit mettre le système en marche, hein, c'est-à-dire qu'il doit ébranler le système. C'est-à-dire, pour ébranler le système, il faut suffisamment d'énergie. C'est pas parce que, bon, c'est un petit signal, si vous mettez un petit signal et que le système ne se met pas en marche, c'est un petit peu embêtant. Donc il faut un système avec un minimum d'énergie pour pouvoir ébranler le système. Et c'est ça qu'on appellera voilà, impulsion de Dirac. Donc il faut que c'est un signal plus petit que un signal plus petit que le plus petit temps caractéristique du système. Ça c'est ça, c'est un point de vue. Et deuxième point de vue, il doit pouvoir ébranler le système et le mettre en marche. Voilà, parce que sinon, c'est une impulsion directe qui ne marche pas. Alors, on va dire ça comme ça, si ça ne met pas le système en route. Bien sûr, il faut que le système soit... on va prendre par hypothèse que le système est fonctionnel. Hein, parce que si le système ne fonctionne pas, vous pouvez mettre n'importe quel signal et il va pas marcher. Ça, c'est normal. Mais moi, je pars dans l'hypothèse où vous avez fait un signal, enfin, un système fonctionnel où on peut dire que l'hypothèse, c'est que il va bien, tout va bien. Mais c'est que, voilà, mais le signal d'entrée doit pouvoir perturber, envoyer un signal qui va mettre en marche tout le système. Et donner un signal de sortie, parce que le but c'est d'avoir un signal de sortie correspondant. Bon, alors maintenant, venons-en à notre
fonction échelon unité. C'est aussi un signal fictif. Hein, voilà. Alors, ça, elle a une hauteur unité à l'instant t égale 0. Alors, le but, c'est quoi? C'est que la variation brusque à l'origine, au départ, on va dire que c'est physiquement, on va dire, comment est-ce qu'on peut dire ça? On doit avoir ceci. On doit avoir ceci. Un changement de consigne. On doit avoir ceci. Donc, ceci, ceci, ceci. Voilà, par rapport au temps. Hein. On a le temps qui est comme ceci. Et là, je vais considérer que j'ai le 0. Donc là, j'ai un changement. Je passe de 0 à 1. En une fois. Il va passer... Voilà. Donc ça c'est déjà possible. Hein, parce que généralement, on a toujours une montée. Voilà. Aussi petite soit-elle, la montée, on n'a jamais quelque chose de brusque comme ça n'existe pas ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est un signal fictif. Mais on peut modéliser ce signal fictif mathématiquement pour étudier le système, encore une fois, en entrée d'un système, pour voir comment va répondre le système de sortie. Voilà. Donc, la variation brusque, on va dire que c'est une variation brusque, je veux dire même quasi infinie, parce qu'on a une verticale. Au départ, bien sûr, à l'origine, on peut interpréter ça physiquement comme un changement de consigne rapide par rapport au plus petit temps caractéristique du système. Donc ici aussi, bon, on va considérer que le fait de ne pas avoir quelque chose de, je veux dire, ici c'est quelque chose d'infini, hein, on peut avoir une verticale. Donc là, on va considérer quand même qu'on peut avoir voilà, une montée, mais cette montée doit être plus petite que le temps caractéristique du système. Doit être plus petite que le temps caractéristique du système. Donc, encore une fois, là aussi, on pourra prendre des... On va dire, on adapte. On adapte le modèle mathématique qui est infini, qui est vertical, montée verticale brusque, à des choses qui sont plus pratiques. Parce que c'est vrai que ça, c'est des modèles mathématiques pour faire des mathématiques. D'ailleurs, tout ça, ça s'étudie avec soit les transformés de Fourier, soit avec les transformations de Laplace. Bon. Alors, bon, le but, c'est de voir quoi ici, c'est de faire ceci. Je vais créer la fonction échelonité, non pas par les Laplace ou cocaisse, mais tout simplement par une fonction assez simple, et même assez simple par les valeurs absolues. Alors, comment faire ça? Je viens ici. Voilà. Tout d'abord, je vais créer une fonction qui est valeur absolue de x. Bon, si je mets x, vous avez ceci. Hein. Bon, c'est sûrement pas ça. Si je mets x sur x, vous avez 1. Bon, 1, ça m'arrange. Parce que justement, il me faut un échelon unité. Alors, comment faire en sorte que j'ai un échelon unité? Bon, tout d'abord, avant de créer cet échelon unité, le x sur x, s'il donne 1, peut m'intéresser. Le x sur x qui me donne 1 peut m'intéresser. Alors, comment? Le tout, sachant que l'échelon unitaire, il fait ça. Il fait ça. Je m'excuse, il fait pas ça. Il fait pas ça. Il fait ceci. Ouais, pour ça, il faut que je mette les axes. Voilà. X et Y. Bon, ici, on joue en temporel. Ça veut dire que le X ici, c'est le temps. Hein. Voilà, c'est le temps. Alors, comment faire ça? Si je mets X sur X, ça fait 1. Maintenant, si je mets la valeur absolue de X sur X, regardez ce que je vais avoir. Alors, c'est normal que je vais voir ce que je vais obtenir, parce que, peut-être un sort, parce qu'ici... Alors, pourquoi c'est normal ce que je vais obtenir maintenant que je vais vous montrer? Petit instant, je vais te donner une petite explication sur ça. C'est parce que la valeur absolue, sur x, supposons que x soit positif. Si x est positif, la valeur absolue de x, elle est positive. Mais elle dépendra que de x. Mais comme le x par là, il est positif. Voilà. Donc on aura du x sur x. Ça fait 1 quand x est positif. Maintenant, si je prends la valeur absolue de x sur x, dans la zone
Ça, c'est dans la zone ici. Maintenant, dans la zone là-bas. Le x ici, il est négatif. Voilà. Si je prends la valeur absolue, ben, elle redevient positive. Donc, j'aurai une valeur x positive sur... Et là, celui-ci, le x, il est négatif. Donc, j'ai de facto moins 1. Puisque j'aurai x sur moins x. Enfin, ici, j'aurai moins... j'aurai moins 1. Le rapport, il vaudra moins 1. Donc, d'un côté, le rapport, il vaut moins 1. Et d'un autre côté, il vaut 1. Donc, je vous rappelle que le signal d'échelon unité, il vaut 0 ici, il vaut 1. Mais pour l'instant, moi, j'ai moins 1, 1. Et en 0, il vaut combien? Ben, si je fais oui, 0 sur 0, justement, ça m'arrange. Voilà. 0 sur 0. Bon, elle ne sera pas définie en 0, on va dire ça comme ça. Mais ça m'arrange parce que je pourrais considérer qu'il y a un saut directement qui se fait de là à là. Ça m'arrange. Donc le domaine ici, ce sera R sauf 0. Le domaine, c'est R sauf 0. Donc ça m'arrange parce qu'on a... voilà, c'est justement ça qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'on j'ai pas 0, 1, j'ai moins 1, 1. Mais c'est pas un problème. Ça, c'est vraiment pas un problème du tout. Alors, construisons ce signal. Déjà, créons algèbre x sur x. Et voilà, j'ai ce signal-là. Alors maintenant, si j'avais fait x sur la valeur absolue de x, voilà, ça ne change rien. C'est deux fonctions qui sont égales. Alors, la fonction, elle est impaire ici, hein, je vous le dis tout de suite. Elle est impaire, c'est une fonction impaire. Alors maintenant, comment voir l'échelon unité? Ben, je prends une des deux, parce que de toute façon, elles sont égales. Elles sont égales. Et tout simplement, je vais la remonter de 1. Alors, je vais la remonter de 1. H plus 1. Pavé numérique, il n'est pas mis. Voilà, je monte de 1. Voilà. Alors l'autre, je vais l'enlever. Et bien sûr, je vais diviser par 2. Et voilà, je vais de créer mon échelon unité. Mon échelon unité, qui est une fonction, bien sûr, fictive, qui va de moins à l'infini, en plus l'infini, avec une montée verticale qui passe directement de 0 à 1, directement. En fait, ici, quelque part, elle n'est pas définie en 0. Donc, on a directement le 1 qui... La finalité, c'est le 0, le 1. Et donc, vous voyez que sans les Laplace, bon, j'obtiens cette fonction-là qui est le... Comment on appelle ça le... Mais bien sûr, on n'utilise pas ça. On n'utilise pas cette fonction-là. H de I. On n'utilise pas valeur absolue de x sur x plus 1 divisé par 2 en automatisme. Hein. Vous aurez compris qu'on n'utilise pas ça. On utilise bien les Laplace. Mais c'est pour vous dire que mathématiquement, on pourrait créer ceci. C'est assez simple. Hein. Assez simple. C'est une fonction assez simple, hein, valeur absolue de x sur x. Donc rien qu'avec les valeurs absolues, c'est pour vous dire que on a des petites applications comme ça, des valeurs absolues qui peuvent vous aider énormément. Hein. Les valeurs absolues sont là dans le calcul, par exemple dans le calcul intégral. Hein, parfois il faut mettre des valeurs absolues parce que pour des histoires de domaine, le calcul intégral, il faut mettre des valeurs absolues. Voilà, il arrive. Hein, parfois on calcule l'intégrale, mais on remarque que c'est pas la bonne forme de calcul intégral, il faut réadapter par des valeurs absolues. Il y a des cas comme ça. Voilà. Bon, GeoGebra, par exemple, va utiliser le mot sign. Il va bannir les valeurs absolues, il va aller rechercher des mots sign. Des mots sign pour essayer de réadapter au bon signe. On va dire ça comme ça. L'intégrale. Bon, alors, il y a d'autres cas de figure. La valeur absolue peut vous aider pour beaucoup de choses. Notamment dans l'histoire de topologie au niveau des distances. Des distances, au niveau des inégalités, au niveau... dans ce cas-ci, je viens de créer une fonction très intéressante pour les automatismes. Voilà. Et donc, on peut créer des boules ouvertes, on peut créer des boules fermées, on peut créer, rien qu'avec les valeurs absolues, on peut créer beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses. La notion de valeur absolue, c'est quelque chose qui peut être, je veux dire, très intéressante à plus d'un titre. Plus d'un titre.
Alors, une autre fonction que je pourrais mettre, qu'on utilise, euh, un système ondulé, par exemple, un système ondulé. Regardez ici, je vais vous mettre le sinus X. Ça, c'était un système, oui, ondulé, mais il passe en négatif. Mais voilà, ici, je peux faire un redressement. Un redressement. Disons qu'ici, je ne vais même pas faire un redressement, je vais couper tout ce qui est négatif. Alors, je vais couper ce qu'on appelle la chic. La chic. Alors, regardez bien, sinus, je prends la valeur absolue du sinus. On lui coupe la chic, comme on dit, bon, parce que j'étais au cours de... Voilà, j'ai eu des petits cours comme ça d'électronique. Le professeur, il disait, bon, on coupe la chic. Bon, mais c'est ce que je vais faire maintenant. Bon, ça fait pas de tour de parler comme il parle. Voilà, bon, ici, on va couper la chic. C'est-à-dire, on va couper le bas. Je vais couper le bas. Donc, je prends la valeur absolue de R. Voilà. Et là, j'ai même fait un redressement. Hein. Ça, c'est un redressement simple alternance. Hein. Donc, j'ai pris la valeur absolue. Vous voyez que j'ai tout redressé. J'ai fait un redressement simple alternance par le point de vue des mathématiques, tout simplement. Alors maintenant, si j'avais une cosinusoïde, ben, c'est pareil. C'est la même chose, parce que cosinus et cosinus sont des signaux identiques. Hein. Simplement, ils sont décalés de l'un de l'autre. Là, je prends la valeur absolue de t. Et voilà, donc vous voyez que je prenne le sinus ou le cosinus. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, le signal harmonique, c'est un signal cosinusoïdal pur. Hein, puisque, bon, si vous prenez le nombre complexe, là, ici, J oméga t, mais c'est cosinus oméga t, c'est la partie réelle. Donc, d'office, si vous prenez la partie réelle, vous avez un cosinus. Hein. Donc, en fonction harmonique, c'est un cosinus. Parce que vous prenez la partie réelle d'une exponentielle complexe qui est voilà qui a été trouvée par Euler. Ça c'est voilà, c'est une transformation qui a été faite par Euler. Il a trouvé que ça valait cosinus oméga t plus j sinus oméga t au niveau de l'exponentielle complexe. Donc une exponentielle complexe n'est pas, je veux dire, est le fruit d'une définition bien précise qui est cosinus oméga t plus j sinus oméga t, où la partie imaginaire est un sinus et la partie réelle est un cosinus. Donc si vous prenez une fonction d'impulsion de Dirac, ben, la partie réelle, c'est un cosinus. Donc, vous travaillerez en impulsion de Dirac. Je m'excuse, en fonction harmonique. Je m'excuse. Je parlais de la fonction harmonique. Donc, si vous utilisez la fonction harmonique, c'est d'office un cosinus. Hein. Donc, en automatisme, ce sera des cosinus qui seront rentrés, qu'on rentrera. Bon, maintenant, on peut faire une transformation cosinus-sinus. De l'un à l'autre, il n'y a que pi demi qui fait la différence. C'est un décalage de pi demi de l'un à l'autre. Donc, parler du sinus ou cosinus, ça... On peut les décaler, hein, on peut faire en électronique on peut tout faire. Hein. On peut augmenter l'amplitude d'un signal, on peut voilà, changer la fréquence, on peut... Voilà, les paramètres que l'on a en électronique sur un signal. Bon, il y en a quelques-uns. Quelques-uns, mais je ne vais pas tout mettre ici. Ben, ça dépend, si le signal est considéré en tension, qu'est-ce qu'on peut, on a un signal de tension, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'amplifier, on peut faire des transformations mathématiques. Hein. Voilà, on a une fonction f, voilà, f de t. Qu'est-ce qu'on peut faire à f de t? On peut, qu'est-ce qu'on peut faire à f de t? Je pars d'une fonction f de t. T c'est temporel, hein, c'est une fonction temporelle. Je pourrais mettre une fonction fréquentielle. Bon, ici c'est une fonction temporelle. Voilà, f de t, je peux faire plus k. Je peux faire f de t moins k. Je peux faire k fois f de t. Je peux faire f de t divisé par k. Voilà, je peux faire f de t plus k. Je peux faire f de t moins k. Je peux faire f de kt. Je peux faire f de t sur k. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je peux prendre la valeur absolue de f de t. Voilà, je peux additionner des fonctions. Fi. I égale à 1 jusqu'à n. Voilà. On peut multiplier des fonctions. Faire des produits de fonctions. Fi pour i égale à 1 jusqu'à n. Et ainsi de suite. Bon, l'électronique, ça ouvert, bien sûr, les concepts mathématiques sont traduits par des composants électroniques qui permettent de faire ça. Hein. Alors, si vous voulez faire une somme, les amplis opérationnels sont là. Les amplis opérationnels peuvent faire des sommes, des différences, des multiplicateurs. Tout ce que vous voulez, des moyennes, tralala, de signaux.
Ben, vous voyez que donc il y a tous les outils qui sont là. Un amplificateur va amplifier, donc il va faire K fois F de T. Le signal, bon, l'amplificateur, il y aura des translateurs, voilà, ça c'est un amplificateur qui fera ça. Voilà, on aura des translateurs, voilà, on pourra changer, voilà, euh, la fréquence, on pourra changer ce qu'on veut, on peut faire s'amuser tout surtout n'importe quoi. Hein. Voilà, donc il existe des composants de toutes sortes pour faire ça. Voilà. Bien sûr, on peut arrêter un signal. Un signal, voilà, on peut le stopper, on peut l'amplifier, on peut le, le diminuer, on peut faire des rapports de signaux. Regardez, les signaux, on peut voilà, voir euh, le gain d'un signal. Voilà, bien sûr, on peut voir les écarts, étudier des écarts. Voilà, s'il n'y a pas une divergence, enfin un trop fort écart, si il y a un écart trop fort, on ramène le signal à sa position, voilà, avec moins d'erreurs. Voilà. Et donc on peut faire des corrections d'erreurs, on peut faire beaucoup de choses. On peut éliminer les bruits, voilà, les parasites, tralali, tralala, voilà, etc. Bon, l'électronique, c'est ça, l'électronique, c'est quelque part des mathématiques qui sont derrière ça, mais adaptées avec des composants électroniques. Des composants électroniques. Voilà. Alors maintenant, quand on prend de la on fait de la télétransmission, par exemple par fil ou par voie hertzienne aérienne, ou peu importe, par Wi-Fi, le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est d'envoyer un signal qui arrive à un émetteur, à un récepteur, avec, voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur. Hein. Qu'il n'y ait pas d'erreur. On essaie de faire qu'il n'y ait pas de perturbation, c'est-à-dire que le signal part d'un point A et arrive à un point B avec un minimum voilà, de perturbation. Voilà. Il ne faut pas qu'il arrive saccadé avec une partie du flux d'information qui est perdue et on a une partie de l'image qui n'est plus là ou une partie du son voilà, ou une saccade du son ou tralali, tralala. Bon, il ne faut pas qu'il y ait. Les perturbations en électronique, c'est fort important. Hein. Surtout dans la télétransmission, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait des perturbations. Hein. Il faut que, quand voulez voir une image sur Internet, vous voulez que, avec une vidéo, il faut que les images qui se succèdent soient voilà, à une certaine fréquence voilà, de succession sans arrêt. Vous ne voulez pas que ça s'arrête et que les images soient bonnes, que le flux d'informations, toutes les données soient présentes au niveau voilà, des pixels, voilà, de tout soit présent, qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que voilà, le but c'est de transmettre en télétransmission, c'est d'envoyer d'un point A à un point B avec voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur possible. S'il y a des erreurs, c'est de corriger ces erreurs. Donc voilà, il y a des codes spécifiques pour corriger les erreurs, tralala, tralala. Enfin, et donc l'électronique, c'est tout ça, c'est énormément de choses. Ben, donc c'est beaucoup de signaux, c'est l'étude des signaux. Hein. Avant toute chose, c'est connaître des signaux mathématiques avant de connaître quoi que ce soit dans les composants électroniques. Et donc ici, j'ai créé facilement, simplement, voilà un signal. Vous voyez qu'on peut faire du redressement, ça s'appelle un redressement. C'est fait avec des redresseurs. Alors généralement, redresseur à diode, par exemple. Redresseur à diode, par exemple. Donc avec ça, avec des redresseurs à diode, on peut faire ça. Alors il y a ce qu'on appelle aussi le pont diode. Pont diode. Il y a dans les redressements, il y a le redressement simple alternance et le double alternance. Alors maintenant, donc ça c'est un double alternance, hein, parce que le simple alternance il est coupé. Voilà, je vous remercie.